Merci Karine pour cette introduction. Je vais essayer d'être à la hauteur de tous ces compliments. Et cette question, un corps peut-il tomber dans le vide, va me servir à aussi aborder la question de l'histoire des sciences, et je crois que dans un enchaînement avec ce que vient de dire Pascal Crozet. Parce que nous sommes tous friands de dates clés, et nous sommes très séduits par l'idée de révolution scientifique. Nous aimons croire, par exemple, que la science du mouvement n'a rien de produit d'intéressant avant un jour de janvier 1610, le 10 très exactement, si l'on en croit Bertolt Brecht, date à laquelle Galilée aurait montré l'absence de preuves de l'immobilité de la Terre, validant ainsi la construction géométrique faite par Copernic 70 ans plus tôt. Galilée a effectivement montré que le mouvement ne requiert pas de cause et qu'il se poursuit de façon uniforme si rien ne vient l'accélérer ou le ralentir. Cependant, peut-on prendre pour point de départ ce moment de bascule pour remonter ensuite dans son passé afin d'en chercher les prémices dans les œuvres antérieures? La recherche des précurseurs est une autre déformation de l'histoire des sciences. Elle a contribué à négliger parfois l'exploration de thèses qui n'avaient pas vocation à devenir des vérités scientifiques. Et c'est quelques-unes de ces thèses que nous allons explorer dans la période médiévale arabe, entre le XIe et le XIIe siècle, mais on va aussi trisser un peu plus loin, et nous situer donc en fait 15 siècles après Aristote, je crois que c'est important de le situer, et 5 siècles avant Galilée, donc dans cette période entre Avicenne et Aboul Barakat. Nous essaierons de mettre en réseau les énoncés de certains protagonistes de cette histoire afin d'entrevoir quelques-unes des controverses qui ont occupé ces 2000 ans dans une région du monde, que je vous montre ici, somme toute, assez restreinte. Venons-en à l'histoire de la chute des objets et des corps dans le vide. Dans le monde arabe médiéval, comme dans le monde grec, la question du vide et celle du mouvement sont, en général, étroitement liées. La raison remonte à Aristote, ou du moins à lui, qui partait d'un double postulat: il ne peut y avoir de mouvement que s'il y a une cause, un moteur, et si ce moteur est extérieur au mobile. Lorsqu'un objet est lancé et qu'il n'est plus en contact avec la main du lanceur, qu'est-ce qui assure ce moteur? Ce ne peut être que l'air, dit Aristote, le milieu dans lequel ce mobile se trouve. Il défend l'idée que si les projectiles, c'est ce qui est écrit dans cette partie de texte, si les projectiles se meuvent encore, alors que ce qui les a mis en branle ne les touche plus, c'est que l'air qui a été mis en branle produit un mouvement plus rapide que le transport de l'objet. Mais dans le vide, rien de cela n'a lieu, il n'y a pas de transport. Ceci constitue, pour Aristote, une de ses démonstrations de l'impossibilité du vide. De nombreux philosophes ont ensuite commenté cette thèse, de l'Antiquité tardive au 1er siècle arabo-musulman. Le seul manuscrit de la traduction arabe de la physique d'Aristote qui nous est parvenu est un merveilleux outil de travail pour identifier les questions qu'a suscité ce texte. Alors, vous reconnaissez ici, bien sûr, le texte d'Aristote que nous venons de lire en français et traduit avec précision du grec à l'arabe via le syriaque par le célèbre Ishaq ben Hunayn. Mais à chaque passage qui fait débat, et c'est ça qui est intéressant, des extraits de commentaires antérieurs ou contemporains à l'édition de ce texte ont été ajoutés sur cette partie qui traite du mouvement et du vide. On trouve par exemple les gloses d'un philosophe chrétien, Abou Ali, et des remarques parfois très critiques d'un certain Yahya. Qui est ce Yahya ? Dans la plupart des cas, c'est le philosophe chrétien Jean Philopon, qui vivait à Alexandrie au VIe siècle. Philopon a beaucoup critiqué les œuvres d'Aristote, notamment sur l'espace, le vide et sur l'éternité. Pour expliquer le mouvement de l'objet lancé, Philopon renonce à celle d'Aristote et avance l'idée que l'objet acquiert une inclination, une impulsion, en grec on dit une ropée. La cause du mouvement est alors interne au mobile, en contradiction avec le postulat d'Aristote. Quelques siècles plus tard, je parcours vite le temps, pour arriver à Ibn Sina, Avicenne pour les latins, qui est le premier à faire une étude approfondie de la physique d'Aristote qui ne soit pas un simple commentaire. Dans son livre de la guérison, il reprend souvent les idées d'Aristote, mais concernant le mouvement du projectile, il refuse cette incohérence qui consiste à admettre que l'air puisse être propulsé, mais pas l'objet.
Il affirme à son tour que si le projectile continue son mouvement, c'est qu'il a acquis une inclination. En arabe, on va appeler ça un maïl, abandonnant lui aussi le postulat du moteur extérieur au mobile. Son maïl ressemble au premier abord à la ropée de Philopon, et le mot a d'ailleurs la même étymologie. Lorsque les latins, c'est un verbe qui veut dire incliner, et lorsque les latins traduiront Avicenne au XIIe siècle, ce terme deviendra inclinatio et plus tard impetus. Une première nuance introduite par Avicenne dans la définition de ce maïl réside dans le fait qu'il est à la fois la force acquise par le projectile, mais aussi celle que doit exercer ce qui est en face du mobile. Pour emprunter une image au rugby, un sport que ne pratiquait pas Avicenne, je précise, c'est l'élan que le joueur donne à la balle, et c'est aussi la force que doit exercer celui qui est à la réception de la passe. Ce maïl est qualifié de forcé dans le cas du projectile et de naturel dans le cas de la chute. Une fois expliqué pourquoi le projectile se fait en mouvement, il nous reste à expliquer, quand on le lance, pourquoi il s'arrête, notamment lorsqu'il va vers le haut. Selon Philopon, l'inclination acquise par le projectile s'anéantit d'elle-même au fur et à mesure où le mobile s'éloigne de la cause de son mouvement, ce qui se produit aussi bien dans l'air que dans le vide, dont il admet l'existence potentielle. Mais selon Avicenne, l'épuisement du maïl ne peut être dû qu'à la résistance du milieu, car sinon, le mouvement forcé se poursuivrait indéfiniment. Et alors là, je précise, cette démonstration par l'absurde de l'impossibilité du vide maintient l'idée de la nécessité d'un moteur. Et donc, elle ne peut pas être assimilée à une prescience, on y revient par rapport à ce que j'ai dit au début, du principe d'inertie, comme on a pu l'entendre parfois. Quelques décennies plus tard, alors que les œuvres d'Avicenne sont énormément diffusées dans le monde arabe, le médecin... J'ai oublié de vous faire lire cette diapositive, excusez-moi. Mais voilà, je passe à Aboul Barakat al-Bardadi, un médecin philosophe juif qui développe dans son livre de la réflexion personnelle une troisième voie. Il adopte la conception avicénienne du maïl, avec sa double définition, pour expliquer la poursuite du mouvement forcé. Mais il refuse d'admettre que le maïl s'anéantit à cause du milieu, Avicenne, ou de l'éloignement de la cause, Philopon. Aboul Barakat conçoit lui aussi l'espace potentiellement vide, tout en se défendant de vouloir affirmer l'existence d'un vide subsistant dans la matière. Ça, c'est très important, parce que c'est ce que font les atomistes. Un vide provisoire pour Aboul Barakat suffit pour qu'un mobile écarte sur son passage les parties du médium qu'il traverse, c'est-à-dire l'exact opposé de la thèse avicénienne. La vitesse d'un objet qui tombe est un autre sujet de débat. Pour les aristotéliciens, elle est proportionnelle à l'inclination naturelle du corps, ce qu'on a appelé le moteur. Notons au passage que cette thèse n'explique pas pourquoi il accélère si cette inclination est constante. Nous y reviendrons plus tard. Elle est aussi inversement proportionnelle à la résistance du milieu traversé. Le temps de chute dans le vide serait donc nul. Autrement dit, le mouvement se ferait avec une vitesse infinie, ce qui est définitivement inconcevable. Aboul Barakat conteste cette démonstration, comme l'avait fait d'ailleurs Philopon, car elle prend pour hypothèse que le temps de chute est dû pour l'essentiel au milieu. Il considère pour sa part que le temps de chute n'est pas beaucoup influencé, dit-il, par le faible empêchement pour le mobile puissant. Et la différence de temps peut être tellement petite qu'elle est imperceptible. Pour lui, l'essentiel du temps du mouvement est lié à des paramètres dépendant de la nature du mobile et de sa hauteur de chute. Ça, c'est très important. La résistance du milieu ne fait que rajouter un petit temps supplémentaire au premier. C'est ce temps supplémentaire, et seulement lui, qui est proportionnel à la résistance du milieu, et il n'y a aucune contradiction ou incohérence à imaginer que ce temps soit nul dans le vide. Cette thèse qui rend possible le mouvement naturel ou forcé dans le vide a une conséquence importante, c'est celle de séparer, ce que ne faisaient pas les aristotéliciens, de séparer les mobiles de l'espace dans lequel ils se déplacent. C'est loin d'être une évidence à cette époque, et il était par exemple inconcevable d'utiliser l'espace tridimensionnel des géomètres dont nous a parlé M. Crozet pour l'appliquer à l'espace de la physique. La théorie d'Aboul Barakat a une autre originalité. La différence de vitesse acquise par deux mobiles différents, lancés vers le haut, dans un même milieu, où la différence de distance qu'ils parcourent s'explique par la compétition des deux maïls, le forcé
et le naturel. Ceux-ci coexistent à l'intérieur du mobile dès le début du mouvement. S'il n'y avait pas de maïl résistant dans le mobile, dit-il, alors qu'est-ce qui distinguerait l'état de deux pierres lancées d'une seule main dans une trajectoire unique avec la même force dans la vitesse et la lenteur? Cette coexistence des maïls à l'intérieur du mobile modifie elle aussi radicalement l'analyse du mouvement. La fin du mouvement montant quand je jette une pierre en l'air, la fin du mouvement montant ne correspond plus à l'épuisement de sa cause, comme le défend Avicenne, ni à l'éloignement de sa cause, comme le dit Philopon. Cela correspond à l'instant où les deux inclinations, l'inclination violente à aller vers le haut et naturelle à aller vers le bas, sont à égalité. Cet instant n'est plus celui d'une discontinuité comme le pensaient la plupart des philosophes, qui voulaient voir en haut de la trajectoire de la pierre un temps d'arrêt. C'était un long débat dans le Moyen-Âge et latin et arabe, et il n'y avait pas de temps d'arrêt. Avicenne avait envisagé cette coexistence des deux maïls opposés, mais conclut qu'elle était impossible. Il n'est pas possible qu'il y ait dans un corps deux forces, l'une qui requiert un lieu donné et l'autre qui l'en empêche. Ce qui est présent dans la phase ascendante, en même temps que le maïl forcé, ce n'est qu'un principe qui va permettre à ce maïl naturel de devenir effectif en haut de la trajectoire. Donc vous voyez, on est sur des concepts philosophiques différents de la physique d'aujourd'hui. Il pense que le maïl naturel n'est qu'un principe non effectif donc dans la première phase du mouvement, alors qu'Aboul-Barakat considère que les deux maïls sont effectifs dès le départ et que le maïl forcé va épuiser le maïl naturel petit à petit, ce qui permet d'expliquer le ralentissement progressif. Dans cette nouvelle dynamique, la vitesse d'un mobile n'est plus l'actualisation de la capacité à fendre le milieu, comme le disait Avicenne, mais le résultat de la compétition de deux maïls. Et outre l'explication du ralentissement, cette conception permet à son auteur de développer une théorie de l'accélération, qui est forcément bancale, comme on l'a vu pour les aristotéliciens, mais nous n'aurons pas le temps de l'évoquer ici. Dans le cas de corps dont la forme et la petite taille provoquent d'autres variations de vitesse, les brins de paille, les grains de moutarde sont les exemples souvent pris, les philosophes qui s'opposent à la possibilité du vide et du mouvement dans le vide disent souvent que s'il était possible, on aboutirait à ce résultat absurde, l'égalité de temps de chute de tous ces mobiles. Eh bien, cette thèse n'effraie pas du tout Aboul-Barakat, qui affirme que cette perspective est acceptée par les partisans du vide comme lui. Et dans les dernières pages de sa physique, il ajoute « Si nous supposons maintenant la division par deux du mobile, on dit que le moteur se meut sur une distance double dans un même temps, ou sur la distance moitié, sur la même distance dans un temps moitié, et ceci n'est pas correct, car dans le cas du moteur naturel, il n'est pas vrai que le moteur reste dans son état. Le mobile dans lequel il se trouve a été divisé par deux, et la force naturelle est elle-même divisée par deux. Aboul-Barakat explique que dans le vide, un mobile dont le maïl naturel est divisé par deux a effectivement un moteur moitié moins puissant, mais ce maïl étant conçu comme une résistance à la mise en mouvement, il est aussi 2 fois moins résistant. Au final, il y a égalité de temps de chute pour tous les corps, une perspective radicalement refusée par la plupart de ses contemporains. Une seule exception parmi ses contemporains, ce sont, et elle mérite d'être signalée, ce sont les sectateurs du kalam, la théologie rationnelle musulmane, qui défendaient à cette époque une conception atomiste de la matière, et chaque grain de matière étant doté de la même inclination. Certes, nous avons vu qu'Aboul-Barakat réfute l'existence d'indivisibles, mais la pensée très critique de l'un d'entre eux, Al-Ghazali, l'Algazel des Latins, l'a très certainement influencé. Dans son ouvrage « L'incohérence des philosophes », le théologien acharite a mis en cause de façon virulente les démonstrations de ceux-ci, et notamment celle d'Avicenne, en dénonçant leur tendance à l'imitation. On retrouve cette dénonciation formulée dans des termes analogues dans les écrits d'Aboul-Barakat. Aboul-Barakat donne ici la première théorie du mouvement, dans un cadre non atomiste, intégrant l'égalité du temps de chute des corps dans le vide. Elle n'est pas exempte de contradictions, mais elle n'en montre pas moins les audaces que permet sa conception du maïl, qui place non seulement les causes du mouvement, mais aussi de sa variation à l'intérieur des corps. Aucune des thèses que je viens d'évoquer ne prélude à la physique qui va advenir au XVIIe siècle,
car toutes présupposent la nécessité d'un moteur au mouvement. Néanmoins, cela ne permet pas de les rassembler toutes sous le vocable des théories de l'impétus, par exemple, comme on l'entend parfois. Les édifices théoriques, j'espère l'avoir montré, qui les portent, sont très divers et parfois très novateurs. La vivacité des controverses qui les animent montre toute la richesse de la discipline dans une période médiévale que l'on considère encore trop souvent comme figée et improductive. Ces controverses seront d'ailleurs encore très actives dans le monde latin du XVIIe siècle. Je vous remercie.